Radio Diaspora Tunisie est un podcast qui crée des synergies de développement et de collaboration pour notre pays, la Tunisie, à travers nos talents intellectuels tunisiens rayonnant aux quatre coins de la planète et exerçant leur expertise dans des univers variés, augmentés par les technologies exponentielles. Je suis Dr Lobna Karoui, stratégiste en intelligence artificielle appliquée pour des grands groupes internationaux, contributrice à Forbes et présidente de AI Exponential Thinker. Le podcast Radio Diaspora Tunisie est proposé en partenariat avec le média Web Manager Center. La Tunisie a besoin de tous nos talents, où qu'ils soient, pour la rendre de nouveau une terre prospère, pleine d'espoir pour sa nation. Et aujourd'hui, mon invité est Mahdi Labessi, Chief Technology Officer de Carrefour Links. Bienvenue Mahdi. Madame Lubna, merci pour l'invitation. Bonjour les auditeurs du podcast. مرحبا بك. Alors aujourd'hui كما قلت le podcast c'est Radio Diaspora Tunisie باش نتعداو différents stages. Les stages هما كما المنصات، كل منصة فيها sujet différent، فيهم des sujets قارين في البودكاست des rubriques وفما واحد اخرين en fait يجي au fur et à mesure en fonction معناتها من l'invité ou l'expérience نتاعو l'expertise نتاعو oui en fonction aussi l'audience شنو تعطينا comme feedback etc. Donc التوبيك الاولاني اللي هو ستيج الاولاني كما نسميه انا Mahdi, aujourd'hui, en tant que Chief Technology Officer de Carrefour Link, vous occupez aujourd'hui un rôle important qui vous positionne au cœur de l'univers de la technologie. La question qui nous vient à l'esprit, c'est comment vous êtes retrouvé déjà au niveau de ce rôle et aussi qu'est-ce qui vous anime au quotidien. Très bien. Donc pour démarrer, peut-être je vais très brièvement parler de mon parcours, comme ça pour voir un peu comment je me suis retrouvé dans ce poste-là aujourd'hui. Bon, j'ai un parcours qui est à la fois assez classique et je dirais somme toute assez studieux aussi. Donc moi je suis originaire de la banlieue de Tunis, donc de Hamel Lemf. J'ai fait j'étais au collège là-bas. Ensuite, j'ai fréquenté le lycée Bourguiba à Tunis, et là où j'ai eu mon bac. Et après, j'ai intégré le lycée du Parc à Lyon, où j'ai fait maths sup, maths spé. Et ensuite, donc j'ai fait une école d'ingénieur à Toulouse, donc qui s'appelle l'ENSET en maths appli et génie logiciel. Voilà, ça c'est donc j'ai eu mon diplôme en 2010. Bon, ça fait un an que j'ai repris les bancs de l'école parce que je fais un exec MBA, donc avec Schema. Voilà. Ça c'est plus pour compléter un peu ma formation en fait avec d'autres aspects. Mais sinon, d'un point de vue ensuite professionnel, donc ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai eu mon diplôme, j'ai intégré un acteur au niveau des tout ce qui est moteur de réservation, de recherche de réservation en ligne, donc d'avion, où j'ai fait du software en fait, donc du développement, de l'architecture, un peu de leadership technique. Et après, j'ai eu un tournant entre guillemets en 2016 où j'avais un projet de mobilité. J'avais préparé pendant plusieurs mois. Et au final, ce projet-là, à une semaine du démarrage, en fait, il a été annulé. Et sur le coup, ça a été un peu compliqué, voilà, surtout que logistiquement, familialement, etc. Donc, c'est des choses qui sont pas simples à gérer. Mais en même temps, ça a été, je dirais, un mal pour un bien, parce que j'en ai profité pour changer totalement d'employeur, donc de secteur aussi. Donc, j'ai rejoint un opérateur télécom. Et c'était l'occasion pour moi de découvrir tout le monde de la data. Donc là, je parle en 2016. Donc, j'ai pas fait de data avant. Et c'était à ce moment-là où j'ai découvert le monde du big data. Donc, bon, c'était sur des infrastructures on-prem. Et en même temps, il y avait toute la vague cloud avec les hyperscalers qui étaient en train de se lancer, de s'amplifier. Et en fait, donc j'avais la chance un peu au sein de notre département d'être un peu au cœur de toutes ces transformations-là. Et ensuite, donc en 2019, donc j'ai dirigé une équipe qui s'occupe du moteur de recommandation de cet opérateur téléphonique. D'accord. Qui était c'était un moteur de recommandation cross digital, cross canaux, que ce soit digital, physique, à base de règles essentiellement. Donc, et petit à petit, on y a introduit des modèles de machine learning, de l'IA. Donc, j'ai aussi participé à ça et c'était une expérience qui était très bien. Et en 2021 ensuite, pour arriver au poste actuel,
Donc, mon employeur actuel, qui est Carrefour, a lancé sa marque de retail média D'accord. et de collaboration, qui concrètement de quoi il s'agit, c'est une plateforme de monétisation de données à destination des industriels, donc les grands groupes industriels dans le secteur alimentaire en fait. Voilà, et donc ils cherchaient un peu à organiser, structurer toute cette offre-là, à avoir quelqu'un voilà qui puisse les aider à monter les équipes tech, à piloter la roadmap, etc. Et donc c'est à cette occasion-là que j'ai rejoint Carrefour depuis 2021, voilà où j'occupe mon rôle actuel. Et Mehdi, qu'est-ce qui t'anime au quotidien dans un rôle comme celui-là, en fait? Ouais, ouais. Alors c'est un rôle qui est euh, à la fois assez exigeant en termes de d'efforts requis, en termes de aussi de transversalité des sujets. Mais concrètement, ça, pour résumer, je dirais qu'il y a trois axes essentiels. Le premier axe, c'est un axe managérial. Clairement, on est en train de monter des équipes, de recruter des talents, on est en train de construire aussi des collectifs qui soient soudés sur un domaine qu'on découvre, qui est le domaine de la data. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire je suis en contact avec que ce soit des CTO en France, que ce soit des personnes pareil, des head of data aux US, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que on est confronté aujourd'hui aux mêmes problématiques. Comment arriver à construire des équipes data en termes organisationnels, en termes de skill set, etc., qui soient performantes, qui arrivent par la suite à créer des produits qui soient exploitables, qui soient pareil performants, at scale, etc. Donc ça, c'est le premier axe, hein, l'axe qui est vraiment managérial, organisationnel. Le deuxième axe, bien entendu, bon, c'est un axe technologique. Donc, je fais beaucoup de veille techno sur les sujets autour du cloud, de la data, de l'IA, euh, de la culture DevOps, platform engineering. Euh, voilà, et j'ai aussi cette responsabilité un peu de faire les choix en termes de solutions, de faire aussi les arbitrages en termes de make or buy. Est-ce qu'on build chez nous? Est-ce qu'on achète sur étagère? Euh, il y a petit à petit des aspects qui rentrent aussi dans notre ligne de mire qui sont plus liés à des sujets autour de la sustainability, de Oui. l'écologie. Donc ça, c'est des choses auxquelles on faisait pas trop attention avant, mais que là, petit à petit, on commence à regarder. Donc ça, c'est le deuxième axe. Et puis le troisième axe, c'est un axe qui est plus lié à la stratégie, je dirais, de façon générale, stratégie produit, roadmap, comment ce qu'on développe au sein de nos équipes est aligné avec typiquement la volonté de Carrefour là en ce moment de se transformer en une digital retail company en 2026 avec les plans stratégiques de l'entreprise. Voilà. Donc c'est ces trois axes-là sur lesquels entre guillemets, je contribue. Et c'est ce qui m'anime aussi au quotidien. Voilà, au quotidien, c'est ça, c'est construire une bonne équipe, avoir des gens qui soient épanouis et travailler sur des sujets d'actualité. Voilà. Parmi les trois axes, Mehdi, quel est l'axe, on va dire, le plus, je dirais, challengeant en soi? Oui, oui. Alors, je dirais le plus challengeant, et je n'aurai pas trop d'hésitation là-dessus, c'est tout ce qui est lié à l'organisation et au people management en général. D'un point de vue technologique, on est sur quelque chose qui est très effervescent. L'écosystème, il y a des choses qui se passent tous les jours, etc. C'est extrêmement intéressant. Euh, mais pour arriver à faire ces choses-là, il faut construire le bon collectif avec les bons skill sets, les bons rôles, et que ça soit, moi je dis toujours, une organisation qui est bien, c'est une organisation qui est lisible déjà. Donc aujourd'hui, on se cherche beaucoup, et je pense sur la data, depuis quelques années, on a essayé de monter comment on appelait ça, des labs digitaux. On a essayé de mettre des data scientists côté market. On a essayé, voilà, il y a pas mal de configurations possibles et imaginables qu'on essaye. Et je pense que c'est là le vrai enjeu. Il y a une loi, c'est la loi donc, qui est assez vieille, hein, c'est la loi de Conway. Où en fait on parle de l'organisation qui est, alors je paraphrase un peu avec mes mots, mais c'est le reflet un peu de l'architecture ou des produits qu'on souhaite construire. Et c'est tellement vrai dans la data. Parce qu'au final, un produit data, au final, si on prend du recul, là, ce qu'on fait, par exemple, chez Carrefour Links, c'est on offre à nos clients la possibilité de naviguer de façon très simple dans des centaines de téraoctets de données.
Mhm. dans lesquels on va trouver des données transactionnelles, des données liées à la chaîne logistique, des données financières, des données produits, etc. Comment arriver à naviguer là-dedans de façon très simple et à tirer les insights dont on a besoin pour ensuite piloter nos activités, optimiser nos promotions, etc. Et c'est tellement, comment dire, complexe comme écosystème, parce que dedans, on va parler de qualité de données, on va avoir des challenges techniques, on va Mhm. avoir aussi des gens qui ont une patte un peu de statisticiens, voilà, des mathématiciens, et aussi on va avoir du UX, de la UI, on va avoir des gens qui travaillent plutôt sur la partie front. Comment tout ce beau monde-là arrive à bien collaborer ensemble pour créer une expérience utilisateur qui est premium dans un produit data. Et je pense que c'est là voilà, il n'y a pas de recette magique hein, jusqu'à ce moment-là. Moi, j'ai pas vu voilà de formule qu'il faut prendre, une recette qu'il faut prendre et appliquer. Donc, on apprend tous les jours là-dessus. Après, chaque organisation, chaque entreprise et chaque organisation est unique en soi, ce qui fait qu'il n'y a pas de formule magique encore, mais il y a la volonté de persévérer à faire rayonner tout ce beau monde ensemble et surtout faire communiquer tout ce beau monde ensemble, en fait, avec toutes ses capacités différentes, ses compétences et cet objectif unique, hein, bien évidemment, qu'il faut atteindre, on va dire, le plus rapidement possible, n'est-ce pas? Généralement, c'est ça, l'objectif. Voilà, surtout dans le retail. Donc, le Oui. temps joue voilà, un rôle qui est très important, mais aussi avec la bonne qualité. Et derrière, ce qui est important, c'est que il faut que ça diffuse. Parce que de façon beaucoup plus large, on est sur une transformation, par exemple, sur un Nessie qui est là depuis longtemps avec sa culture, etc. Et il faut petit à petit que cette agilité en termes de fonctionnement, cette culture de la data, il faut que ça diffuse dans l'ensemble du SI, dans les différentes entités opérationnelles. Et ça, c'est un enjeu, je dirais, stratégique qui dépasse de loin hein, un peu au sein de Carrefour. Et je pense que dans d'autres groupes, c'est un peu le même enjeu parce que demain, la data est partout en fait. Hein. Donc c'est pas uniquement l'affaire d'une équipe spécialisée quelque part ou d'une entité. Tout le monde doit avoir accès à la data, doit avoir accès au bon niveau de métrique, etc. pour pour prendre des décisions, pour piloter des roadmaps, ce type de choses. Et donc c'est l'enjeu, je pense, il est aussi sur cet axe-là. Voilà. D'accord. Alors, on parle d'enjeux, on va parler chiffres. Le stage 2, en fait, finalement, et c'est une rubrique à part appelée Parlant chiffres. Alors, l'univers technologique, mais dit l'intelligence artificielle, la data, la transformation digitale, invite en fait un nombre important d'expertises, on vient d'en parler un petit peu, à collaborer au quotidien pour créer des solutions, ce que nous on appelle intelligentes hein, et des services intelligents. Si vous avez deux chiffres dans cet univers qui vous ont marqué ces derniers mois, lesquels seraient et pourquoi? Ouais, c'est une très bonne question. Alors, je dirais, je commencerai par une étude que j'ai lue il y a quelques mois autour de l'évolution du monde du travail en 2030. D'accord. Je ne sais pas si, voilà, elle est disponible sur Internet et en fait, il y a un chiffre qui m'a vraiment marqué, c'était que 85% des rôles qui seraient, voilà, que les gens occuperaient en 2030 n'ont pas encore été créés. Mhm. Voilà. Et c'est quelque chose qui est assez frappant parce que, en fait, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, on est en train de vivre quand même une transformation en profondeur de nos métiers, du digital. C'est limite une révolution qui est autour de la data, de l'IA. Euh, et ce qui se passe, c'est que, moi, je le dis un peu, je le répète un peu souvent à mes équipes parfois, c'est que quand je regarde un peu mon cursus, ce que j'ai vu en école d'ingé il y a un peu moins de 15 ans, en fait, concrètement, ce que je fais aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir en termes de matière avec ce que j'ai vu il y a une quinzaine d'années. Donc, il y a quand même, alors que je suis toujours voilà, dans le software, dans le développement, etc. Mais les technologies changent tellement vite et avec ces technologies-là, il y a beaucoup de choses qui sont automatisées, il y a beaucoup de nouvelles opportunités qui arrivent. Donc les métiers, hein, les nouveaux métiers qu'on a, data scientist, analytics engineer, etc. Tout ça, en fait, voilà, il y a une quinzaine ou vingtaine d'années, ça n'existait pas. C'est vrai. Voilà. Donc ça, je dirais, ça c'est un axe qui est important. Le deuxième, peut-être un deuxième chiffre,
c'est voilà, je m'intéresse en ce moment, je pense à comme pas mal de gens euh, au, à des outils qui démocratisent un peu l'IA grand public, type ChatGPT ou Midjourney. Voilà. Et je regardais un peu, donc ChatGPT, c'est ce qu'on appelle un LLM, Large Language Model. Et en fait, je regardais un peu le nombre de paramètres qu'utilise ChatGPT pour quand utiliser les équipes pour entraîner le modèle. Et en fait, c'est des centaines de millions de paramètres sur un corpus linguistique de 1,5 milliard de mots. Euh, En fait, je trouve que ces chiffres-là, on est sur des ordres de grandeur qui sont, comment dire, qui sont très importants. Et clairement, pour moi, ça pose quand même des défis immenses, parce que sur certains de ces paramètres-là, comment garantirait-on qu'ils ne vont pas introduire de biais sur le comportement du modèle? Comment ce modèle-là va se comporter quand il y a comment dire, des dysfonctionnements peut-être au niveau des données en entrée? Euh, Qu'est-ce qui garantit que derrière, pareil, le modèle, en fait, euh, comment dire, c'est comme, on est un peu sur ces modèles où on peut sur étagère qu'on peut prendre et ensuite, moi, par exemple, je peux imaginer un opérateur télécommunication, il plug son service client sur un modèle comme ça pour donner des réponses et tout. Mais qu'est-ce qui garantit de la certitude des réponses qui sont fournies par ce type de modèle avec autant de paramètres, en fait. C'est ça qui est compliqué. Avant, quand on faisait du software, ou même maintenant, quand je sors un peu de la data et ce type de choses, en fait, je sais être sur un modèle très déterministe, savoir comment mon système il prend en entrée des inputs et en sortie, il va sortir quelque chose. Bah là, en fait, j'aime bien le terme j'ai trouvé parfois dans des articles de presse, c'est on parle d'hallucination de l'IA. Donc l'agent est en train d'halluciner parce qu'il se montre des choses, alors que quand on les lit d'un point de vue humain, pour nous c'est voilà ça peut passer en fait, on se rend pas compte. Voilà, donc je pense que ça pose vraiment des challenges qui sont assez très importants, cette montée à l'échelle. Voilà. Je vais réagir sur les deux aspects déjà. Le premier aspect, c'est sur l'emploi, ce que vous avez mentionné, Mahdi. Là, je viens d'avoir un article qui vient de sortir il y a 2 jours, là où je disais, dans 15 ans, 40% de l'emploi sera remplacé par l'IA. Et ça, c'est des propos qui ont été retenus, hein, c'est pas mes propos, c'est des propos qui ont été retenus dans un livre très connu qui est sorti il y a 2-3 ans, même moins de 2 ans, en fait, par un des patrons, ex-patrons de Google, de Apple, et aujourd'hui un venture capitaliste en Chine, pour ne pas le citer. Donc, du coup, on peut quand même voir où on va aller. L'emploi aujourd'hui, et vous avez mentionné aussi le fait que les typologies d'emploi aujourd'hui sont pas claires. Ce qui va apparaître dans les années à venir n'est pas encore défini, etc. Et on va parler de l'enseignement parce que c'est quand même des choses très, très connectées et ce sera l'autre sujet qu'on va aborder dans la foulée. Et le deuxième sujet, ChatGPT. Aujourd'hui, il n'y a même pas 3-4 jours, moins de 3-4 jours, il y a GPT 4 maintenant qui est sorti. Alors, je peux vous dire le nombre de paramètres, la volumétrie du corpus qui est exploité, elle est impressionnante. Et en fait, ça relève finalement, enfin, ce que vous avez mentionné, l'histoire des biais, de l'efficacité finalement de ces réponses. Est-ce que finalement, ça respecte tout ce qu'on appelle, nous, AI responsible, finalement, oui ou non? Ça ouvre d'autres débats aussi dont on a parlé récemment à travers certains médias. C'est est-ce qu'aujourd'hui, ces données-là ou ces sources d'informations sont respectées au vrai sens du terme? Est-ce qu'on dit d'où ça vient ces informations, etc., etc. Et donc, il y a pas mal de sujets. Ceci dit, aujourd'hui, il est plus ouvert. C'est la belle surprise. Hein. Je pense qu'il ne fallait pas attendre longtemps. Mais après les 100 millions d'utilisateurs en moins de 3 mois, je pense qu'il est temps que ça devienne rentable, cette histoire. Donc, ils n'ont pas ouvert pour le monde de façon gratuite. Et donc, c'est payant aujourd'hui, ce qui est quand même assez révolutionnaire en peu de temps. Hein. Ça prouve ce que Oui, ça oui, prouve. oui. Et moi, j'avais réagi à un moment donné quand le patron d'OpenAI disait il n'y a pas de modèle business. On n'avait pas pensé à un modèle business. Je dis quand même, hein, à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas besoin de réfléchir à un modèle business parce que le modèle business, il est d'entrée de jeu assez clair. Donc, la question de dire ça pour encourager les gens à l'utiliser, c'est pas très, très non plus transparent en fait par rapport à la société. Ça ouvre beaucoup de champs possibles, ce qui est positif quand on voit, nous, avec ce regard,
ses lenses de la technologie, sa force. Ça, c'est positif, c'est le regard positif. À côté de cela, ça amène aussi beaucoup de questionnements sur des choses en fait qui vont être amplifiées à travers Midjourney surtout, hein, parce que là, Midjourney, on voit des photos de Biden et son prédécesseur en train de faire du golf en grand ami. Et ça a été créé par Midjourney dans la dernière version qui vient de sortir il y a quelques jours. On voit Angela Merkel avec Barack Obama en train de jouer au bord de la plage. Alors que ça c'est pas vraiment l'univers politique, généralement ne se présente pas de ce sort, créé encore par Midjourney. Quand on voit en fait tous ces éléments, on se dit l'inquiétude elle est énorme sur le deepfake, sur le misinformation qu'il va y avoir aussi, sur le fait qu'il va falloir vérifier et on vérifie auprès de où. C'est ça la question aujourd'hui. Donc il y a énormément de questions dont vous avez évoqué quelques-unes mardi. Et franchement, il y a un énorme problème à ce niveau-là. Et moi, je me pose la question sur les jeunes générations, comment on peut amener tout cet univers-là à embrasser ce monde tout en ne pas tomber dans ce piège de cet aspect peut-être de manque de diversité, manque de beaucoup de biais qui peuvent être inclus, que ce soit dans les données de source, mais aussi dans le, on va dire, le cast qui va développer cela aussi. Hein. Il n'y a pas que les données, il y a le cast aussi qui développe tout cet univers. Donc, plein de questions. Du coup, ça m'amène directement au sujet numéro 3, l'enseignement. Et belle transition par rapport au point que vous avez relevé. Aujourd'hui, l'enseignement au regard de l'évolution rapide de l'univers technologique est une question qui nous travaille tous. Mais sur lesquels on n'a pas encore de réponse. En tout cas, on ne voit pas émerger des réponses claires. Et l'une des questions qui nous travaille, c'est devrons-nous tous apprendre à coder? Et s'il y avait, Mahdi, une masterclass que vous voudriez animer dans les 6 prochains mois, quels seraient là où les sujets que vous voulez aborder dans cette masterclass? Ouais, c'est une très bonne question. Alors, je risque de décevoir quelques-uns. Je vais pas animer une masterclass autour de comment coder, voilà, ou comment entraîner le modèle, le prochain modèle de machine learning. Voilà. Je pense que, en fait, s'il y a une masterclass, ça serait autour de l'acculturation des enjeux de la data et de l'IA. Parce que ça dépasse et de loin juste, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, Lubna, le spectre, le prisme technologique. C'est Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA quand ça défraie la chronique. Voilà, le dernier autopilote de Tesla voilà, qui a fait un accident sur la route, ce type de choses. Voilà, on dit ouais, là c'est l'IA. Voilà. Mais en fait, moi je pense que dans tous les cas, on est en train de vivre une révolution et que ça va ça ne va pas cesser de s'amplifier en fait. Hein. Donc dans le futur, alors je donne toujours un exemple, c'est que aujourd'hui, on prend un assistant de direction. Bon, en fait, c'est réservé à des postes avec des gens qui ont un emploi du temps très chargé, etc. Et ça leur permet de faire pas mal de choses. Moi, je pense demain, avec l'IA, on aura tous droit à notre assistant de direction qui fera 80% de notre to-do list. Voilà. Et ça nous permettra de mieux nous concentrer sur les 20% restants ou bien d'explorer plein d'autres opportunités. Pour cela, il faut arriver quand même à bien comprendre comment marchent ces nouvelles technologies et à se les approprier et même ensuite à y contribuer. C'est important. Il ne faut pas qu'on soit spectateur dans cette marche qui est en train de s'écrire. Il faut qu'on soit acteur. Et ça, c'est important. Donc, ma masterclass, c'est vraiment dans ce sens-là. Et ce n'est pas uniquement pour les matheux, c'est aussi pour les juristes, c'est aussi pour les gens de l'UTA, c'est pour tout, en fait, parce que la révolution qu'on est en train de vivre, elle a tout changé. Et je me rappelle quand j'étais petit, c'était même avant je regardais à la télé tunisienne, donc il y avait une émission, alors je ne me rappelle plus du tout le nom, où en fait il y avait des candidats qui venaient et à qui on demandait de faire des recherches sur un moteur en ligne. Donc ça doit être Yahoo à l'époque, un truc comme ça. Okay. Et à la fin de l'émission, on disait comment tu as réussi à trouver cette information-là? Et en fait, le candidat, il disait en fait, j'ai tapé tel truc, après je suis rentré sur tel truc, j'ai tapé, voilà. Et ça, c'était bon. Là aujourd'hui, c'est quelque chose de trivial. Ça. Même un petit gosse de 5 ans, 6 ans, il sait faire des recherches sur Google. Il y a pas de. Mais par contre, c'est aujourd'hui, on est à ce stade-là au niveau de la data et de l'IA.
moi je pense. Voilà. Et donc petit à petit, il faut arriver à savoir utiliser ces outils qui sont je trouve, d'une puissance qui est quand même assez, assez impressionnante. Voilà. Donc Midjourney, on peut jouer l'artiste. Voilà. On peut donner forme et vie à des idées qu'on a en tête. Et même, on peut explorer plein de possibilités qui dépassent un peu j'ai envie de dire, notre cercle de savoir qu'on a acquis. Voilà. C'est, Du coup, la masterclass sera l'acculturation autour de la data, pour voilà, tout le monde en fait. Pas que pour tout pour le des monde. profils technophiles, entre guillemets, ou développeurs, on va dire. Voilà, exactement. Voilà, je mets un peu l'accent là-dessus. Ce n'est pas un sujet technique, c'est un sujet que tout le monde doit appréhender. Parce que demain, je prends un autre exemple, le vendeur qui est en boutique. Aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui vient, je dirais, acheter un nouveau smartphone ou changer de forfait, en fait, le vendeur va essayer un peu de, de trouver, en discutant avec le client, l'offre qui lui convient. Mais demain, je dirais même aujourd'hui d'ailleurs, hein, donc ça, c'est quelque chose sur laquelle on a travaillé. Et donc, l'algorithme, donc, ou le modèle qu'on a entraîné, il est en capacité de fournir des suggestions qui sont plus pertinentes aux vendeurs et qui se basent sur tout l'historique du client, ses factures, ses paniers d'achat, etc. Donc, chose que, voilà, humainement, on ne peut pas trop faire en le laps de 5 minutes, un entretien de 5 minutes. Donc, il faut que le vendeur arrive à s'approprier cet outil-là pour l'aider à faire des propositions qui soient pertinentes. Mm. Et l'autre partie de la question, devrons-nous tous apprendre à coder? Je ne pense pas, et je pense même que, alors, il y a une tendance aujourd'hui qui est la tendance low code, no code. Mhm. Donc, voilà, qui au final fait en sorte que des gens qui n'ont jamais codé arrivent à créer des applications. Ça, c'est de un. De deux, moi, quand je prends l'exemple de ChatGPT ou Bard, etc., donc les agents, en fait, ils nous abstraient de toute la complexité Oui. qu'il peut y avoir. Ça, je peux poser une question et il me sort le code que j'ai besoin et j'imagine que ces outils-là, ils ne vont faire que s'améliorer, c'est-à-dire il peut me sortir une application dans quelques années, on peut imaginer. Juste moi, je décris le comportement, il me sort l'appli. Donc je pense pas que le sujet soit forcément que tout le monde sache coder. Il faut qu'il y en ait quelques-uns qui sachent coder clairement, mais c'est plus des profils qui restent un peu experts du domaine. Mais par contre, tout le monde doit savoir utiliser. C'est vraiment ça le sujet pour moi. D'accord. Et en fait, tu avais dit acculturation de la data. Je vais réagir par rapport à cela parce que il y a quelques semaines, je pense il y a quelques semaines, en fait, j'ai vu les challenges de certains grands groupes. C'est public, hein. Et donc, il y en a un, je ne me rappelle plus lequel groupe de toute façon, mais il avait dit son objectif, enfin, le challenge de 2023, ça sera tout ce qui est évangélisation autour de la data, acculturation, etc. Moi, j'avais envie de penser que finalement, tous les groupes, même ceux qui n'ont pas mentionné ce challenge, devraient franchement le mentionner clairement parce que c'est là où il y a le plus j'ai envie de dire, de difficultés et de nécessités aussi. Difficulté forcément à infuser la notion de data avec ce mindset-là partout et le fait de vouloir utiliser cette donnée et utiliser au mieux, on va dire entre guillemets. Donc ça, c'est un sujet, mais aussi le fait que ces expertises-là qui sont hors data, c'est des expertises extrêmement pertinentes pour l'entreprise. Ils ont de quoi, ils ont des idées, ils ont des projets, ils ont des besoins. Et c'est important qu'il y ait l'acculturation par rapport à ces talents-là pour qu'ils puissent définir ce dont ils ont besoin à travers leur regard à eux et pas que le regard d'un quelqu'un qui est un technique ou un expert technologique ou autre. Parce que les deux ensemble travaillent ensemble, mais il y en a quand même le premier qui est expert dans son métier et qui va savoir de quoi il a besoin ou il va avoir une idée de ce dont il aura besoin. Et donc, l'acculturation reste quand même un sujet clé aujourd'hui et je pense que c'est là où il y a le plus de complexité à date dans les entreprises. Hein. Moi, je vois pas mal de rôles qui apparaissent, business transformer, etc., qui ont pour objectif finalement d'aller dans l'organisation, de pouvoir embrasser finalement les différentes expertises, de parler avec ces gens, de pouvoir les accompagner
au changement, mais aussi à la culture data et culture, by the way, après data science et autres qui en découlent, hein, bien évidemment, mais en tout cas data clairement bien identifiée. Donc, c'est intéressant que tu as mentionné cette masterclass. On aurait cru que tu allais venir pour faire du développement quand même, hein, Mahdi, mais bon. Là, il va y avoir une petite déception quand même de certains. Je plaisante. En fait, parce qu'un profil Chief Technology Officer, généralement, et tu me corriges, hein, c'est un profil généralement qui a fait du développement, qui a évolué sur des architectures de systèmes d'information, etc., sur des legacy assez complexes, pour arriver, bien évidemment, à driver une transformation d'un point de vue technologique. D'où le fait qu'on pense avoir plutôt des gens qui vont parler plus technique, etc. C'est appréciable que tu arrives à break down finalement sans forcément utiliser que des termes technologiques en fait aujourd'hui. Ouais, exactement. Je pense que c'est pour cela, en fait, je réalise et au fil des transformations qu'on met en place, etc., que la data, l'IA, ces nouvelles technologies, c'est avant tout, ce n'est pas uniquement une question de tech people, voilà, qui travaillent dessus, voilà. C'est beaucoup plus large et ça a un impact qui est beaucoup plus transformant pour le métier, pour le business, et donc il faut embarquer le maximum de personnes dans ce move-là, en fait, dans ces tendances-là. Voilà. Et si je peux juste compléter cela, en fait, les personnes qui arrivent à infuser cette culture et amener ce changement, cet accompagnement de changement, c'est généralement des personnes qui ont envie en fait d'échanger, qui ont envie de comprendre l'expertise de l'autre et qui viennent pas uniquement avec leur propre expertise pour faire de la projection directe, parce que c'est là où on perd finalement la connexion et la volonté de collaborer au vrai sens du terme de façon assez, on va dire, fluide. Et c'est plutôt ce type de profil aujourd'hui que je trouve qui sont rares en fait dans les entreprises aujourd'hui. C'est plutôt ces profils qui sont rares. Parce qu'un profil de technique, en fait, on a une fiche de poste. Par exemple, il va faire du Python, il va faire du Python. Enfin, voilà. Il y a des tests techniques, etc. Il va faire l'architecture cloud. Bon, il y a l'architecture cloud. Il y a des standards, etc. Donc, bon, voilà, à quelque chose près, on arrive plus ou moins, techniquement parlant, à cerner, à évaluer, etc., etc. Mais par contre, quand il s'agit d'aller parler avec des métiers, aller les accompagner, aller prendre finalement cette culture data science et autres et technologiques pour pouvoir l'amener un peu partout parce que ces entreprises ont besoin de devenir un peu software company maintenant. Hein. C'est un peu la volonté de ces entreprises dans la prochaine ère, là, de la nouvelle axe stratégique, c'est d'aller vers ce sens-là, hein, forcément. C'est quand même des mouvements assez impressionnants pour les entreprises et des transformations assez complexes quand même qu'il faut arriver à Oui. driver. Tout à fait, ouais, ouais. Il y a un collègue qui m'a dit, bon, moi, j'étais pas encore dans le marché de l'emploi dans les années 2000, donc à l'apparition d'Internet, il m'a dit qu'à l'époque, il y avait des chief Internet officers, donc qui étaient dans les entreprises, pour permettre notamment d'introduire la notion d'Internet, voilà, le web, aux différentes entreprises. Bon, aujourd'hui, personne n'en parle, voilà, il n'y a pas Oui. de chief. Voilà, c'est quelque chose qui fait partie du socle de base d'un SI. Moi, je pense que demain, tout ce dont on est en train de parler, data, IA, etc., ça fera partie du socle de base de Oui. l'SI de n'importe quel IT. Qu'elle soit, que l'entreprise soit retailer, telco, dans la santé, etc. En fait, elle aura dans ce truc de base, elle aura des outils d'IA, elle aura de la data qui soit accessible à tout le monde. Et d'où cette importance que tout le monde soit dans ce mindset-là, en fait, s'y mettre. Voilà. C'est clair. Alors, le stage 4, c'est une rubrique fondamentale de ce podcast appelée Tunisie, regard de notre diaspora. Mehdi, on est intéressé de savoir un peu plus quelle est la perception que tu as sur l'enseignement, sur la qualité de nos talents, quels seraient aussi les axes sur lesquels il faudrait éventuellement amplifier l'investissement, l'effort pour faire réunir nos talents tunisiens, les encourager, pouvoir les accompagner, tout ça pour toujours le même objectif, c'est notre nation, la Tunisie, comment on peut amener à passer le cap et revenir à un fleuron finalement de l'Afrique parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de talents en fait dans nos pays, à l'intérieur et à l'extérieur bien évidemment. Voilà. Et je pense que je rebondirai vraiment sur cette dernière phrase. Moi, je pense que aujourd'hui, dans tous les pans de l'industrie, à tous les niveaux, on va trouver des talents tunisiens. Et ça, c'est quelque chose qui est à la fois source de fierté, mais aussi de responsabilité. Voilà, parce on a aussi une responsabilité qui est de dire, il faut qu'on soit créateur de vocation. Mhm.
Donc, je pense que c'est important voilà, il y a un devoir un peu d'exemplarité, un devoir aussi d'inspiration. Moi, je me rappelle quand j'étais au lycée Bourguiba, donc il y avait un forum où il y avait les alumni du lycée qui venaient. Alors, il y en avait qui étaient, voilà, qui avaient des postes de direction à Tunis, il y en avait qui venaient de Japan Airlines, il y en avait qui venaient des US, et ils venaient nous parler de leur parcours. Voilà. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé après le lycée? Bon, nous, on voyait ça de très loin, voilà. Mais au final, c'est quelque chose qui reste un peu dans notre inconscient, Oui. qui permet de dire, ouais, je suis en train de travailler. Bon, c'est parfois dur, c'est parfois difficile les études, mais au final, il y a des débouchés, il y a des choses qui sont, il y a un futur qui nous attend et ça mérite, ça vaut le coup qu'on s'investisse. Et donc, je pense que nous, on a vraiment un rôle à jouer dans cet aspect-là. Euh, Après, pour revenir un peu à ta question, en termes de qu'est-ce qu'on pourrait changer ou on pourrait un peu améliorer. Bon, j'irai pas jusqu'à dire il faut que tout le monde apprenne à coder ou apprenne à la robotique. Non, c'est pas Alors, je dirais peut-être une réponse qui est un peu plus différente. Euh, je pense que notre formation ou la formation en tout cas telle que on l'a eu, telle que moi je l'ai connue, c'est une formation qui donne de très bonnes bases en termes scientifiques, en termes analytiques, clairement. Donc là-dessus, je pense que personne ne doute de cette qualité-là. Par contre, là où il y a des axes voilà, que je souhaite un peu approfondir ou amplifier, c'est vraiment tout ce qui est lié euh, ce qu'on appelle un peu les soft skills, en fait. Voilà. D'accord. Mais voilà, c'est un terme qui est un peu fourre-tout, mais voilà, pour expliquer davantage, par exemple, c'est comment arriver à s'exprimer de façon claire, de façon précise sur un sujet, comment arriver aussi à être empathique, comment arriver voilà, à développer des traits de leadership, comment arriver aussi à bien s'exprimer en public. C'est des choses Mhm. qu'on ne voit pas dans notre cursus scolaire, mais qui sont pourtant très, très importantes dans notre vie professionnelle après. Et après, peut-être aussi une réflexion. Voilà, c'est que bon, heureusement, on n'est pas des copies carbone l'un de l'autre. Donc chacun a ses spécificités, a ses points de force, etc. Et je trouve que mine de rien, le système pédagogique est plutôt dans une optique de standardisation. Mhm. Que ce soit des acquis, que ce soit un peu de, voilà, on cherche toujours à avoir voilà des notes, voilà, dans un truc un peu qui est très, c'est une sorte de framework en fait. Hein, si je reprends un peu Modèle l'IT, voilà, c'est un standard. peu ça. C'est un modèle standard. Alors que, au contraire, et tu vois, la discussion qu'on a eue tout à l'heure là je pense que la diversité des profils, le fait qu'ils viennent de parcours différents, etc., tout ça est extrêmement enrichissant et on le voit dans le monde du travail, on le voit dans l'équipe. Donc, quand on est en train de monter une équipe, en fait, on cherche pas à staffer des gens qui sont exactement l'un comme l'autre. Au contraire, on cherche à avoir des profils qui soient complémentaires. Et en fait, cette complémentarité-là, je pense que le système, voilà, la formation, le système d'éducation, d'enseignement, il a un rôle à jouer pour que voilà, chacun sache se connaître, bien se connaître et aussi développer ses points de force, ses spécificités. On ne souhaite pas devenir l'image de quelqu'un ou la copie de quelqu'un, on souhaite être soi-même et s'épanouir, voilà, et se développer soi-même. Donc c'est plus voilà, ces axes-là, je pense qu'ils sont, de mon point de vue, qui sont importants à développer. J'aime bien rebondir sur ce que tu viens de dire, sur le fait que finalement développer ses soft skills et apprendre à se connaître soi-même, ça c'est très important comme point parce que c'est quand même quelque chose qui, indépendamment des soft skills, mais c'est un chemin en fait finalement pour y arriver. Et ça, c'est vrai qu'on ne le trouve pas forcément, mais pas uniquement dans le système d'éducation en Tunisie, hein, même en France, même dans d'autres pays, c'est pas le framework standard non plus de aller travailler. Sciences Po travaille beaucoup là-dessus, forcément, mais on sait pour quelles raisons. On est d'accord? Donc, parce que voilà, il y a la notion de politique, il y a la notion de communicant, on va dire, et que c'est prise de parole, etc. Donc, forcément, il y a cette notion de savoir prendre la parole, communiquer, travailler sa posture. Il y a le leadership aussi que tu as évoqué aussi, Mehdi. Donc, ça, c'est des choses forcément qu'on ne voit pas forcément dans l'enseignement. Quand c'est je dirais, je ne veux pas généraliser, mais généralement dans le framework standard, on ne le voit pas. Après, c'est une question beaucoup plus de personnalité. Il y en a certains qui développent beaucoup plus que d'autres. Il y en a certains qui vont aller forcément au tableau systématiquement, vont être les représentants de la classe. On voit ça. Alors, il y en a d'autres, c'est pas forcément leur essence, entre guillemets. Mais ça se développe, en fait, finalement. Comme dirait Simon Sinek, on n'est pas leader, en fait, finalement. On apprend à être leader et surtout, on doit développer
davantage, en fait, finalement, parce que c'est quelque chose qui se développe et qu'il faut maintenir. Et donc, forcément, c'est pas aujourd'hui, on m'a posé cette question récemment, je lui ai dit, je suis pas Simon Sinek, en termes de style leadership, je dirais être leader, c'est quelque chose qui se maintient et qui s'apprend et qui se développe. Et donc, c'est quelque chose que quand on a vocation à vouloir être leader, ben, on fait attention à cela. On fait attention, on n'est pas celui qui parle tout le temps, on laisse les autres parler et ceux qui ne parlent pas autour de la table, on leur donne la parole, on leur crée un espace safe, ce qu'on appelle safe, pour que eux, ils puissent aussi, elles et eux, ils puissent aussi s'exprimer de façon secure, relativement secure, et prendre un peu plus de, on va dire, de confiance. Et tout ça, c'est quand même des choses qui sont pas faciles. Moi qui ai fait de l'enseignement pendant des années, en fait, c'est important dans l'enseignement d'avoir cette capacité à vouloir donner la parole aux autres et ne pas venir juste dire le cours ou faire les exercices et puis c'est tout. Il faut vraiment laisser les autres se développer et ça, c'est très important. C'est pourquoi, en fait, dans l'entreprise, j'ai toujours essayé de garder cela parce que c'est quelque chose qui est très important. Et on a des belles surprises, c'est ça ce qui est incroyable. C'est quand on ne cherche pas à avoir des modèles copier-coller, c'est là où on commence à utiliser un autre regard et c'est là où on découvre l'unicité de chacun, sa force, son appétence pour quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas trop envie de faire, mais que lui, il peut aller le faire de façon très enthousiaste, etc. Et donc, ça apporte une valeur ajoutée, etc., etc. Et ça, c'est très important. Je pense que le monde de l'enseignement ne s'était pas trop intéressé à cela. Le monde de l'entreprise aussi commence à développer cela, mais n'est pas encore. Et je pense que c'est encore un chemin. Mais à mon avis, si je dois conclure juste par pourquoi il est important d'aller sur cette direction, que tu recommandes fortement, c'est parce qu'aujourd'hui, en fait, l'IA, elle est en train de vouloir faire comme l'être humain. On est d'accord? La seule chose à date, je dis bien à date parce que je suis quelqu'un qui est extrêmement optimiste, hein, mais aussi très réaliste, à date, elle n'arrive pas à reproduire notre unicité, ni l'approcher à date. Mais on ne sait jamais, dans 15 ans, dans 10 ans, avec ce qu'on voit aujourd'hui, est-ce qu'elle ne serait pas en mesure d'essayer de copier une forme d'unicité et de la mettre en valeur, peut-être pour un bien, pas pour quelque chose de bien, hein, quelque part, etc. Mais donc la question, c'est que la technologie aujourd'hui, elle est en train carrément de révéler notre force, mais est-ce qu'elle n'est pas en train de la révéler pour l'utiliser? C'est ça la question. Donc, c'est pourquoi c'est important, en fait, d'être, ce que je dis souvent, en fait, quand on travaille dans l'IA pendant des années, c'est important de se rendre compte que cette technologie, elle est importante parce qu'elle nous facilite, mais il va falloir qu'on garde notre identité, qui on est, et notre unicité, et notre authenticité surtout, parce que c'est ça qui va nous démarquer des robots, des systèmes intelligents, des produits intelligents, tout ce et ça va nous faire en sorte, nous garder notre place finalement, qui sera une autre place certainement, mais qui nous gardera quand même cette place humaine, en fait, très important. Et ça, c'est très important ce que tu as mentionné, Madi. Alors, du coup, on arrive vraiment en belle conclusion, en fait, déjà sur ce topic 4, à travers les soft skills, le leadership et toutes ces capacités qu'on aimerait bien développer, et tu as raison. Le portrait chinois, c'est le topic 5, c'est le dernier stage, en fait, avant, entre guillemets, une petite conclusion. Et en fait, c'est 5 questions rapides pour mieux te connaître. Alors, je vais poser les questions, c'est très rapide. Si tu étais un livre, je saurais, alors je répondrai en arabe. Aran el Hayat de Abul Qasim Shabi. Waouh, ok. Si tu étais un film, Voilà, je serais beaucoup moins original, donc ça serait La recherche du bonheur, donc avec Will Smith et son fils. ok. Si tu étais un loisir créatif, Je dirais un jeu d'échecs. ok. J'ai des candidats pour jouer avec toi déjà. Si tu étais une activité, Une activité. Escalade. d'accord. Et si tu étais un hashtag, Ouais, là, c'est plus simple. Il y a un truc qui me vient à l'esprit, c'est ce que disait Jeff Bezos, c'est work hard, have fun and make history. Voilà, c'est ces 3 mots-là. ok. Alors, du coup, dernière rubrique, à vous la parole. Là, pour le coup, on reste très généraliste, sujet qui te tient à cœur. Mahdi, rêve à réaliser,
que tu aimerais bien partager, conseils pour notre jeunesse tunisienne, pour l'univers entrepreneurial. La parole est à toi pour conclure notre épisode. Ouais, très bien. Merci, en tout cas, pour cet échange. Alors, pour conclure, moi, je dirais que là, on a beaucoup parlé un peu des technologies, du parcours, etc. Je pense que moi, ce que j'ai appris ou ce que j'ai perçu tout au long de mon parcours, c'est que c'est tout autant important de s'investir soi-même, etc., de faire l'effort, mais aussi de savoir bien s'entourer et d'être bien entouré avec des gens qui font en sorte on se dépasse, on soit ambitieux, qu'on arrive à avancer. Et donc là-dessus, moi, je voudrais aussi revenir sur cet aspect-là. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un entourage familial qui est depuis mes débuts qui est très supportif, qui était très euh, qui était là quand j'avais besoin, parce que c'est toujours un parcours, c'est toujours des hauts et des bas, c'est toujours des difficultés. Donc bien entendu mes parents qui depuis mon jeune âge donc m'ont accompagné, etc. Donc tout le mérite leur revient. Aussi mon épouse c'est quelqu'un qui est brillant et qui aussi m'a accompagné, qui a toujours été là pour moi. Et après tous ces managers, toutes ces personnes que j'ai côtoyées dans le monde de l'entreprise qui ont fait que en fait il y a un déclic parfois. Parfois il y a une nouvelle idée, des choses qu'on pensait pas être en capacité de faire ou d'apprendre. Et puis ça permet d'avancer. Voilà, donc c'est très important pour conclure là-dessus de bien s'entourer des gens qui nous aident à avancer en fait, qu'il nous faut grandir. Voilà. Parfait. En tout cas, merci beaucoup Mahdi pour cet échange-là dans notre podcast Radio Diaspora Tunisie. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Merci Lubna et j'en profite pour vous souhaiter donc à toi et à tous les auditeurs un bon Ramadan, que c'est dans 2-3 jours. Ouais. Exactement. Et aujourd'hui, c'est la journée, c'est la fête de l'indépendance. De l'indépendance, exactement. Et Donc, comme joyeuse fête de quoi, l'indépendance. donc il y a du signe, un signal là très fort. Donc en tout cas, joyeuse fête aussi à toi, à tout le monde. Et puis je te remercie encore pour d'avoir accepté notre invitation. Et je te dis peut-être à bientôt pour le masterclass. Merci Lubna, à bientôt. Merci Mahdi. Au revoir.